UGICT CGT. UGICT CGT. L'UGICT CGT. En congrès à Metz. Travailler au futur. Rien n'est écrit d'avance. Vous écoutez les tables rondes du 20e congrès de l'UGICT CGT. Animation Clément Olivier. Épisode 3. Qualification, salaire, retraite, répondre à l'offensive patronale. Merci Mathieu, merci à la présidence, bonjour à toutes et à tous et surtout un salut matinal. Nous voilà avec un triple sujet, qualification, salaire, retraite pour cette table ronde en lien avec les parties 3 et 4 du chapitre 2 du projet de document d'orientation. Et peut-être, si on voulait être un peu taquin, une forme de triptyque plus ou moins funeste dans l'économie dominante, celui des qualifications dont il s'agirait d'individualiser quelque peu la reconnaissance, de salaires dont il faudrait limiter le niveau par souci de compétitivité, et de retraite qui, vous le savez, nous coûterait bien trop cher. Alors comment ces trois sujets sont-ils liés entre eux et quelles autres perspectives existent dans le champ des possibles? On va en parler avec nos 4 intervenants que je vous demande d'accueillir. Cyril Toledo, bonjour. Bonjour. Secrétaire de l'UFC-CGT FAP, l'Union fédérale des cadres CGT des activités postes et télécom, et membre dans ce congrès de la commission documents d'orientation. À côté de vous, Sylvie Durand, bonjour. Bonjour. Secrétaire national de l'UGICT CGT, issu de la direction sortante de l'UGICT et membre du corps, le Conseil d'orientation des retraites. Également avec nous, Gilles Gâteau, bonjour. Bonjour. Directeur général de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Et enfin, Jean-Paul Cadet, bonjour. Bonjour. Ingénieur de recherche au CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications. Et vous venez nous livrer un point d'étape sur l'étude que vous menez actuellement sur les professions intermédiaires. Merci beaucoup à vous 4 d'être des nôtres de bon matin. Cyril Toledo, puisqu'il est question dans le titre de cette table ronde d'offensive patronale, eh bien en quoi consiste-t-elle cette offensive selon vous, Cyril ? Bien, je crois qu'on peut le constater un peu partout dans nos entreprises. Le pouvoir d'achat des ICTAM baisse. Il n'est pratiquement jamais revalorisé à la hauteur de l'inflation. Les qualifications ne sont pas toujours spécialement reconnues. Et je pense qu'il nous appartient, dans nos différentes entreprises, mais aussi collectivement, d'essayer de mener une lutte collective, de dresser un tableau général afin que chaque militant soit en capacité de défendre nos droits d'ICTAM un peu partout, puisque ce n'est pas forcément toujours les ICTAM qui sont représentés, par exemple, dans les négociations NAO de chacune de nos entreprises. Il faut avoir à cœur, je pense, qu'au moins dans chacune de nos délégations, nous ayons des ICTAM pour pouvoir les porter. Non pas que les camarades n'aient pas connaissance, mais sont peut-être moins enclins à en parler. Et puis des fois... n'ont pas forcément une grande connaissance des problèmes ICTAM et spécifiques, et donc de cette reconnaissance. Pour notre part, nous, à la FAPT, nous essayons de centraliser toutes ces revendications. Nous avons dans notre champ fédéral pas mal d'entreprises, comme beaucoup, dont 2 petites, La Poste et Orange, 162 000 pour l'une et un peu plus de 60 000 pour l'autre, avec un tiers à la Poste de cadre et 2 tiers chez Orange. Et dans les NAO, il est toujours important, je vois chez Orange les réclamations d'augmentation de pouvoir salarial sur le pouvoir d'achat, et bien plus on monte dans les strates, moins il y a une répartition. On est pratiquement toujours sur des augmentations individuelles et peu d'augmentations générales. Or, on sait que ces augmentations individuelles sont souvent liées à ce qu'on pourrait appeler le coefficient Binet, et donc beaucoup n'ayant pas le droit et peu y ont le droit. Voilà ce que je pouvais dire pour lancer. Si on vient plus précisément à ce qui est porté dans ce document d'orientation et puis au titre de cette table ronde, comment ces 3 sujets des qualifications, des salaires et des retraites, comment sont-ils imbriqués? Si je m'amusais à détourner une formule un peu connue, est-ce que les qualifs d'aujourd'hui sont les salaires de demain et les retraites d'après-demain? Ou peut-être pas d'après-demain, d'ailleurs, les retraites de chacun, on va dire. Alors, est-ce que cela est vrai? On peut le penser. Dans notre document d'orientation, à un moment donné, on dit simplement faire connaître les repères revendicatifs. Faire connaître les repères revendicatifs, c'est ce que je disais précédemment, c'est informer tous nos militants de ce qu'il en est et de pouvoir, dans ces négociations, et en règle générale, pouvoir échelonner toutes nos revendications et pouvoir
faire entendre tant aux salariés qu'au patronat ce qui est à mettre en œuvre. Sur les qualifications, par ailleurs, je crois qu'à la Poste, vous avez récemment obtenu que les postes soient attachés au grade. Ça va dans ce sens-là ? Oui, alors c'est une revendication que nous avions depuis X années. À la Poste, il était assez courant que les postes soient attribués à Pierre-Paul Jacques suite à alors soit des concours internes ou des sélections internes, mais le poste n'était pas forcément avec le salaire du poste. C'est-à-dire que lorsque le salarié ou l'ICTAM arrivait sur le poste, s'il n'avait pas le grade en lien avec le poste, à charge à lui de passer les concours internes ou de passer les promotions internes pour avoir le salaire du dit poste. Mais en attendant, il avait quand même la fonction et les responsabilités qui allaient avec. Et là, donc sur les dernières négociations que nous avons eues en avril, on a enfin obtenu que ça soit systématique. Puisque nous avions des collègues et des camarades qui obtenaient le grade, donc le salaire, au bout de 3 ans. Voire certains, le poste étant supprimé entre-temps, comme ils n'avaient pas eu le grade, tant pis pour eux. Donc il y avait un rappel de salaire parfois. Si le collègue ou le camarade oubliait de réclamer son rappel, on pouvait s'asseoir dessus. Ça m'est arrivé il y a quelques années. Quand je me suis présenté à l'entreprise au bout de 6 mois en disant attendez, il y a un petit souci, le poste a été supprimé, ça fait 1 an et demi que je suis sur le poste et en tant que cadre sup, j'ai pas le grade pour l'instant, mais pour autant je devrais avoir la rémunération. Ah, excuse-moi, on t'avait oublié. Et je pense que, moi ça m'est venu à l'idée quand même, mais je pense que nombre de salariés pouvaient s'asseoir dessus. On a aujourd'hui dans les salariés à la Poste pour prendre quelque chose que tout le monde peut voir, des facteurs qui sont passés cadres sur les premiers rangs de cadres et qui ont toujours leur paye de facteurs, voire de facteurs débutants. Pour autant, ils encadrent des équipes de 6 à 10. Sylvie Durand, même question sur ce que vous qualifiez d'offensive patronale, peut-être de votre part avec un zoom plus marqué sur les retraites, vous qui siégez au corps, le Conseil d'orientation des retraites. Oui, je pense que si on veut caractériser l'offensive patronale, il y a un tronc commun. Le tronc commun, c'est le partage de la pénurie au sein du salariat. Et cela impacte directement les composantes ingénieurs, cadres, techniciennes, agents de maîtrise que nous sommes, tout simplement parce que l'invitation qui nous est faite, c'est d'abord d'en rabattre sur nos exigences salariales pour permettre d'améliorer les rémunérations des ouvriers employés et des plus précaires. Et c'est quelque chose que nombre de cadres considèrent finalement comme normal. Il leur appartient de faire des efforts parce que quand même, ils seraient, entre guillemets, privilégiés par rapport aux moins rémunérés. Et ils n'ont pas conscience que, ce faisant, on exonère avec ce raisonnement totalement le capital. Je rappelle que depuis les années 80, nous avons perdu sur la rémunération du travail 8 à 10 points de PIB selon le bas âge des calculs. Et alors, il faut absolument décomplexer les ICTAM en leur disant exiger des augmentations. Je voudrais reprendre un mot d'Henri Sterdignac qui disait... Alors Henri Sterdignac, ancien directeur économiste, ancien directeur de l'OFCE, économiste atterré, qui disait il y a quelques années, à force de ne faire que pour les petites retraites, on ne fabrique que des petites retraites. J'ai envie de dire qu'à force de ne faire que pour les petits salaires, on ne fabrique que des petits salaires si les flux s'organisent entre salariés. Il faut prendre au capital et il faut vraiment partager cette exigence avec l'ensemble des ICTAM. Alors, en matière de retraite, l'offensive patronale date des années 93, ce qui veut dire que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont en train de mettre méthodiquement, mais de façon planifiée, programmée dès la réforme Balladur, à mal notre système de retraite par répartition, avec une doctrine, on ne peut pas augmenter
la part du PIB consacrée au financement des retraites. La population de retraités augmentant, eh bien, on tombe dans le partage de la pénurie et bientôt le partage de l'indigence. Et donc, la conséquence pratique, c'est que toutes les mesures qui ont été prises au fil des réformes ont consisté à diminuer les droits. La diminution des droits à retraite par la baisse du niveau des pensions par rapport au salaire de fin de carrière, ce qu'on appelle dans le jargon des retraites le taux de remplacement, par le recul d'âge d'ouverture du droit à retraite, ce qui aurait en théorie pour effet d'améliorer l'équilibre financier des régimes de retraite, mais aux dépens des équilibres financiers des autres régimes de protection sociale, et enfin l'allongement de la durée de cotisation exigée. Tout ça concourt à faire drastiquement s'effondrer le niveau des pensions, mais beaucoup plus drastiquement pour notre composante du salariat que pour les ouvriers employés, pour une raison très simple. Ce que je dis se vérifie singulièrement dans le secteur privé. L'essentiel de la retraite des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise, dans une moindre mesure, procède des régimes complémentaires Agirc-Arrco, singulièrement de l'Agirc, puisqu'au-dessus du plafond de la sécurité sociale, on ne se constitue pas de droit à la sécurité sociale. Notre retraite au-dessus du plafond, c'est 100% la retraite complémentaire. Et c'est justement là qu'ont été opérés les reculs les plus drastiques. Dans 40 ans, le niveau moyen de pension d'un cadre sera de l'ordre de 51% du salaire de fin de carrière. Alors évidemment, après avoir organisé cela, toute la stratégie du patronat consiste à proposer une alternative qui est la capitalisation. Si je suis trop long, tu me dis. Hein. Donc, la capitalisation, mais entre répartition et capitalisation, il y a une étape intermédiaire. Cette étape intermédiaire, c'est la répartition à cotisation définie. Alors, je voudrais revenir sur deux notions. Prestation définie, c'est notre système de retraite tel qu'il a fonctionné jusqu'aux années 93, c'est-à-dire que nous prenions collectivement un engagement sur un niveau de pension. Ce sont les fameux 75% du traitement indiciaire brut perçu avant la liquidation dans les régimes du secteur public, et en agrégeant régime de base et complémentaire, dans le secteur privé, on arrivait pour les personnels d'encadrement à 70% au début, 72% pardon, au début des années 90. Et on avait cette garantie, et toutes les réformes qui sont intervenues entre 1945 et la fin des années 80 n'avaient qu'un seul objectif: améliorer les droits d'abord avec l'anticipation du départ à la retraite à 60 ans et en sortant la population de retraités de la pauvreté. En 1970, le taux de pauvreté parmi les ménages retraités, c'est des données INSEE de 2001, était de 28%. En 1993, il était de 4,5%, équivalent à celui des actifs. Alors bien sûr, 4,5% c'est trop. Simplement, j'attire votre attention sur la décroissance du nombre de ménages retraités pauvres à une époque où, dans les 5 premières années de la décennie 70, nous avons connu 2 crises économiques majeures avec les 2 chocs pétroliers qui n'ont pas empêché de financer. Donc il y a une fable autour du fait qu'on ne peut pas financer, alors que l'histoire récente nous montre que c'est totalement faux. C'est ça, ce mouvement, il se fait même pas dans les 30 glorieuses, en fait. Il se fait à la sortie des 30 glorieuses. Gilles Gâteau, vous qui dirigez cet organisme paritaire qui est l'APEC et qui produit un certain nombre d'études et de statistiques fort intéressantes, il se trouve que vous sortez cette semaine votre baromètre annuel sur le salaire des cadres. À noter que vous pouvez, grâce aux moyens de l'APEC, mener ces études sur des cohortes extrêmement nombreuses, en l'occurrence pas moins de 26 000 cadres du secteur privé. Comment elle évolue leur rémunération et est-ce qu'elle a suivi l'inflation des années post-Covid, Gilles Gâteau ? Alors, vous l'avez dit,
l'APEC est une organisation paritaire, donc c'est un peu la vôtre, celle de l'ensemble des partenaires sociaux. Et une des 3 grandes missions de l'APEC, ça consiste effectivement à mener des études, à donner un éclairage utile pour l'ensemble des acteurs, qu'ils soient du côté de l'entreprise, du côté des cadres eux-mêmes, des organisations syndicales. Donc moi, je vous invite sur apec.fr à consulter les études de l'APEC. Vous y trouverez énormément de choses intéressantes. Par exemple, sur les salaires, avant de parler du baromètre qu'on vient de publier il y a 2 jours, le baromètre annuel sur les salaires, peut-être pour rebondir sur ce que disait Sylvie Durand à l'instant, on a publié au mois de septembre une grosse enquête qu'on a menée conjointement avec le think tank Terra Nova sur la représentation et le ressenti des rémunérations pour l'ensemble des salariés, mais y compris pour les cadres. Il y a des résultats dans cette étude qui ne nous ont pas surpris. L'attention et l'importance de la question des salaires par rapport au pouvoir d'achat, avec des inquiétudes qui, même si on est en période de moindre inflation, continuent de s'exprimer. Ça ne nous a pas surpris. Une certaine frustration, même si elle n'est pas majoritaire, mais qui s'exprime sur le lien entre compétences. Par exemple, on pose une question sur, au regard de vos compétences, est-ce que vous estimez que la rémunération que vous percevez est forte, juste ou faible? On trouve chez les cadres 42% à considérer qu'elle est faible au regard de leurs compétences. Donc ce n'est pas une majorité, mais ce n'est pas non plus quelques pourcents. Même chose si on mesure les choses par rapport au diplôme, 33% la considèrent faible par rapport à leur niveau de diplôme. Donc ça nous a moins surpris. Un résultat qui nous a un peu plus surpris, qui fait écho avec ce que disait Sylvie Durand à l'instant, c'est que quand on demande qui sont les acteurs les mieux à même d'agir pour votre pouvoir d'achat, aujourd'hui, ce qui est cité en premier, et même en deuxième, ce n'est pas l'entreprise. Ce qui est cité en premier, c'est les pouvoirs publics, et ensuite, c'est les commerces et la grande distribution. L'entreprise n'arrive qu'en 3e position dans qui peut le mieux agir pour votre pouvoir d'achat. Donc il y a un contexte, je vous livre le résultat de cette étude par rapport au thème de cette table ronde, dans lequel finalement on a aujourd'hui des pouvoirs publics qui, à travers des mesures d'incitation fiscale, d'impôts positifs comme la prime d'activité, etc., sont beaucoup intervenus sur le terrain des rémunérations. Les distributeurs, les commerces, il y a aussi des arguments qui sont aussi employés sur ce terrain-là, des enjeux autour de blocage de prix, etc., qui font que l'entreprise, finalement, est un peu moins identifiée par les salariés comme étant un acteur, 32% seulement, qui mettent l'entreprise en premier dans le fait de pouvoir répondre à leurs besoins de pouvoir d'achat. C'est un peu plus important, je le dis, pour les cadres. Là, 32%, c'est pour l'ensemble des salariés. Chez les cadres, c'est 42%, mais à égalité avec les pouvoirs publics. Alors, pour revenir sur le baromètre qu'on vient de publier... Comme vous avez mentionné cette étude avec Terra Nova, alors déjà, on peut voir dans ce que vous avez dit peut-être une aspiration, peut-être inconsciente, mais en tout cas une aspiration dans la population cadre à ce qui est une politique économique qui inclut les hausses de salaire. Or, vous savez que ce n'est pas exactement la priorité des gens qui sont à la tête de ce pays. Ça a été dit très clairement à de multiples reprises. Ceci étant, il y avait un aspect peut-être un peu pessimiste, on va dire, aussi dans cette étude avec Terra Nova, comme s'ils avaient intériorisé l'idée qu'il n'y avait pas de lien entre le niveau de salaire et l'utilité sociale. C'est-à-dire une intolérance à l'inégalité salariale femmes-hommes, mais pas aux inégalités salariales selon l'utilité sociale des métiers. Gilles Gadeau. C'est vrai, c'est un des résultats qui nous a un peu surpris. On posait la question, comment jugez-vous le niveau de votre rémunération par rapport à l'utilité pour la société de votre métier? Et ce qui nous a un peu surpris, c'est que, alors qu'on sait bien que les métiers du soin, les métiers du care, et les emplois cadres qui sont dans ces
secteurs d'activité essentiels à la société, on va dire la première ligne qu'on a vécue pendant la crise Covid, sont moins rémunérés que d'autres secteurs. Je ne veux pas caractériser, mais voilà, dans la banque, eh bien, les salariés et les cadres qui travaillent dans ces secteurs moins rémunérés n'expriment pas de façon massive et majoritaire le sentiment que leur rémunération n'est pas en lien avec l'utilité sociale de leur métier. Et inversement, ceux qui travaillent dans des secteurs où on pouvait peut-être considérer qu'il y a une distance un peu plus grande en termes d'utilité sociale n'expriment pas le sentiment inverse. Donc il y a effectivement quelque chose, c'est aussi ce qu'on voulait voir dans cette étude, qui interpelle, on va dire, sur le lien parfois distancié qui peut exister entre l'utilité sociale du métier et effectivement, ça fonde une forme de... Alors, est-ce que c'est une résignation? Est-ce que c'est une intériorisation? Est-ce que c'est un renoncement? Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a pas une expression massive de c'est pas du tout normal que les salaires soient inférieurs dans ces secteurs-là par rapport à d'autres secteurs dont on peut considérer l'utilité sociale comme moins évidente ou moins urgente. Voilà. Donc ça aussi, c'est un élément qui sortait de cette étude. Et oui, je vous relançais là-dessus, parce que voilà, les gens qui sont dans cette salle peut-être le prendront comme un constat du réel sur lequel il faut mener une bataille des idées. Il te reste 1 minute par invité. Sans sous-entendre que Sylvia était trop longue, évidemment. Sur la question d'origine, Gilles Gâteau, et du coup, oui, sur le baromètre, sur les salaires qu'on vient de publier, 53% des cadres en 2025 ont reçu une augmentation salariale. C'était 60% l'année dernière. Donc ça reflue. Ça ne nous a pas surpris dans un contexte de moindre inflation. Avant le pic d'inflation dans les années 2018-2019, on était plutôt autour de 45% chaque année de cadres recevaient une augmentation. Augmentation individuelle, ça a été dit, c'est ce qui fait la caractéristique de la population cadre. Elle est beaucoup moins concernée par les augmentations collectives et plus par les augmentations individuelles. Il n'y a pas de rattrapage du pouvoir d'achat lié au pic d'inflation. Entre 2018, si on prend une période un peu longue, entre 2018 et 2025, grosso modo, l'indice des prix a augmenté de 16% et les salaires des cadres de 10%. Donc il y a un delta qui n'a pas été rattrapé en 2025 et on verra ce que donnent les NAO pour 2026. On voit bien qu'aujourd'hui, le rapport de force, entre guillemets, sur le marché de l'emploi, puisque ces hausses de salaire résultent à la fois des augmentations dans les entreprises, des salariés en poste, mais aussi des mouvements qui se font sur le marché du travail. Et on sait que ces mouvements sont des occasions d'augmentation de salaire. Et ces mouvements sont moins nombreux aujourd'hui dans un marché du travail plus resserré. L'autre constat, il est tout à fait désespérant, c'est la persistance, mais alors ça ne bouge quasiment pas, des inégalités de salaire femmes-hommes. 16% de différence salariale entre les femmes et les hommes cadres, je dirais tout métier et tout secteur confondu. On sait que dans ce 16%, il y a l'effet que j'ai indiqué tout à l'heure, il y a plus d'hommes dans la tech où les salaires sont plus élevés, il y a plus de femmes dans le soin où les salaires sont moins élevés. Ça explique une partie de cet écart. Mais à l'APEC, on a dans nos études la possibilité, on le fait chaque année, de mesurer l'écart qu'on appelle inexpliqué, c'est-à-dire à poste égal et à profil égal, en termes d'âge et en termes de vraiment les mêmes métiers et la même tranche d'âge. On a un écart qui demeure, qui est de 6,8%. Il était de 7,1% il y a 6 ans, en 2019. À ce rythme-là, il faudrait 130 ans pour arriver à l'égalité. Et je ne parle que du facteur inexpliqué qui se creuse évidemment au long de la vie active. Mais voilà, ça c'est des constats qu'on fait année après année. Ça nous amènerait peut-être sur l'enjeu de la directive transparence,
qui est peut-être un levier sur lequel on peut compter pour faire bouger cette situation qui n'évolue pas. Directive transparence salariale, directive européenne qui devrait théoriquement être transposée en droit français en principe avant l'été 2026. Des cadres, on peut passer aux professions intermédiaires pour n'oublier personne évidemment. Jean-Paul Cadet, je l'ai dit, vous dirigez actuellement au CEREC avec votre collègue Samira Mahlaoui une recherche sur ce groupe socio-professionnel qui, au sens de l'INSEE, est devenu l'année dernière le premier en nombre en France. Étude, corrigez-moi si je me trompe, commandée au CEREC par l'IRES pour l'UGICT CGT et intitulée « Professionnalité et reconnaissance des professions intermédiaires en situation de mutation du travail ». Un très court mot sur la genèse de ce travail, l'importance de ne pas laisser ces professions dans l'angle mort du salariat, si je reprends le titre d'une table ronde où on vous avait reçu en rencontre d'options en janvier dernier, et puis assez rapidement du coup malheureusement, quelques premiers éléments, même si ça n'est que tout à fait provisoire pour l'instant, vous n'avez pas fait tout le volet quanti, donc voilà, quels premiers éléments vous avez, Jean-Paul Cadet? Alors, merci. Donc pour cette étude, peut-être il est intéressant de rappeler les trois enjeux qui justifient cette étude. Tout d'abord, un enjeu de meilleure connaissance de ces professions intermédiaires. Alors les professions intermédiaires, c'est une CSP qui regroupe vraiment beaucoup de métiers, les professions techniciennes bien sûr, mais aussi les professions intermédiaires commerciales et administratives des entreprises, les contremaîtres, les agents de maîtrise, les professions intermédiaires de la fonction publique, dans le domaine de l'enseignement, le travail social, etc. Donc c'est une catégorie aussi quand même qui reste mal identifiée en fait. Généralement, les personnes ne disent jamais j'exerce une profession intermédiaire, alors qu'on va dire que bon, éventuellement j'exerce une profession de cadre ou une profession d'ouvrier, d'ouvrière, quoi, en précisant ensuite la spécialité. En plus, comme vous l'avez dit, c'est devenu vraiment la CSP depuis 2024, la CSP la plus dotée en effectifs en France, devant les employés maintenant. Et donc, il convient de connaître toujours plus ces professions intermédiaires. Second enjeu, c'est un enjeu de reconnaissance, de meilleure reconnaissance sociale. Les professions intermédiaires, même si elles sont mal définies, mal identifiées, elles ont un rôle vraiment très important dans les organisations. Ce sont souvent des métiers, comme on dit, d'interface. Elles assurent vraiment elles occupent une place stratégique entre les fonctions de conception et d'exécution, j'aime pas tellement le terme d'exécution, mais bon, en permettant en fait la mise en œuvre en fait des politiques d'entreprise et des politiques publiques, et en faisant aussi un gros travail souvent de coordination, hein, c'est un terme qui revient souvent. Et en même temps, je veux dire, ces professions restent quand même mal reconnues, la reconnaissance salariale est limitée, c'est la catégorie qui a été le plus désavantagée sur le long terme en termes d'augmentation salariale. Et donc, c'est un sujet, en fait, c'est un enjeu récurrent. Sans doute, si vous plongez dans vos archives, vous allez voir depuis 20 ans nombre de journées d'études ou d'ateliers, de séances comme celle-ci, qui portent justement sur le déficit de reconnaissance sociale des professions intermédiaires. Donc, il importe toujours de retravailler cette question. Et puis, un enjeu peut-être plus actuel, c'est un enjeu de réaffirmation et de mise en visibilité des professions intermédiaires. On observe en effet une tendance à une certaine invisibilisation en fait, des professions intermédiaires. Bon, il y a aussi ça peut peut-être participer à ce que vous avez appelé l'offensive patronale, peut-être, enfin, je me risque peut-être, mais il y a une certaine dilution en fait, de cette catégorie dans des catégories peut-être plus larges, encore plus floues, comme les personnels non cadres, où on regrouperait tout le monde, et ça permettrait peut-être d'individualiser en même temps davantage la gestion des parcours professionnels. Donc il importe vraiment de se pencher sur les rôles, les postures spécifiques, les compétences spécifiques de ces professions aujourd'hui, dans le contexte des transformations actuelles du travail, les transformations qui ont été évoquées hier, hein, je ne vais pas trop revenir là-dessus, la numérisation, le développement, l'introduction des dispositifs d'intelligence artificielle, le développement des nouvelles organisations où les salariés sont censés être plus autonomes, mais que ça se révèle parfois, je reprends l'expression utilisée par Particloire hier, par de la mauvaise autonomie, voilà.
Et puis aussi, pour certaines professions intermédiaires, en tout cas, le développement du télétravail. Voilà, donc voilà un peu les enjeux qui gouvernent un peu cette étude. Ce que je précise des aspects méthodologiques ou pas, oui, peut-être très rapidement sur le choix des métiers. Un tout dernier mot sur oui. peut-être la reconnaissance professionnelle, les professionnalités en évolution. En quelques mots, si vous le voulez bien. C'est les constats un peu, les premiers constats en fait qu'on les réalise. Alors, on travaille sur, il y a un cadrage statistique, ça nous permet d'actualiser un peu nos données. Donc il y a un travail sur les enquêtes emploi en fait de l'INSEE et sur une enquête du CEREC qui s'appelle FE, donc sur les pratiques de formation en entreprise. Et surtout, en fait, on fait un zoom qualitatif sur 3 métiers. Un métier de technicien chargé de projet au sein du gestionnaire du réseau électrique en France, qu'on a appelé Résolec, puisqu'on anonymise en fait nos études. Le chargé de projet, en fait, il a pour mission de piloter la mise en œuvre des opérations de raccordement, des opérations d'intégration des énergies renouvelables et de développement de la mobilité électrique. Deuxième métier, c'est un métier qui fait partie des professions commerciales et administratives des entreprises, le métier de chargé de clientèle banque. Là, vous connaissez plus ce métier. Et ensuite, troisième métier, on a pris aussi un métier de la fonction publique, en l'occurrence la fonction publique territoriale, enseignant artistique. Alors, ce qu'on constate, vraiment peut-être 4 constats très rapides, je ne sais pas si j'ai le temps. Voilà. Premier constat... En 1 minute, si vous voulez. En 1 minute, d'accord. Désolé de ce genre de quoi. Voilà, donc je ne donnerai pas d'exemple. Donc, une confirmation de la montée en responsabilité et en qualification des professions intermédiaires, donc une montée en diplôme pour la qualification des personnels. La plupart des personnes qui rentrent maintenant dans les professions intermédiaires sont titulaires d'un bac+3 ou bac+5, et puis une montée en responsabilité avec le développement de la polyvalence. Pour les 3 métiers étudiés, une extension des missions. Voilà, premier constat. Deuxième constat, s'il y a une montée en qualification des personnels, la reconnaissance salariale, elle n'a pas l'air toujours d'être au rendez-vous. Les jeunes générations arrivent avec des diplômes plus élevés, mais les postes ne sont pas pour autant revalorisés, reclassifiés en conséquence. Et là, on peut donner l'exemple du métier d'enseignant artistique. Bon, ils sont tous titulaires d'un master, mais ils occupent oui, voilà. Donc, ils occupent des positions un peu... il y a des problèmes un peu de reconnaissance statutaire. Je pourrais développer éventuellement par la suite. Troisième constat, là ça concerne plus la qualification du point de vue du travail. S'il y a montée en responsabilité, si parfois certaines professions intermédiaires exercent des missions proches de celles des cadres finalement, eh bien il n'y a pas non plus forcément une reconnaissance salariale qui se vérifie. Et là c'est le cas du métier de chargé de projet. Et puis, quatrième constat, c'est en fait, là on est en train de le travailler, ce point-là. Il y a certes montée en responsabilité, mais il n'y a pas forcément de développement des qualifications. On observe même des processus un peu de déqualification relative. C'est le cas du chargé de clientèle banque, qui est confronté de plus en plus à de la pression commerciale, et ça passe notamment par la mise en place d'outils dits d'intelligence artificielle, qui privent les personnels de ce qui faisait le sel de leur professionnalité, c'est-à-dire le fait de diagnostiquer des situations de clientèle et de proposer des solutions adaptées. Voilà. Voilà pour les premiers constats, j'ai été assez rapide. Oui, merci. Merci beaucoup à vous 4. On me demande pour l'instant de m'arrêter là, donc je vais trapper un certain nombre de questions que j'avais pour vous. Merci donc à vous 4. Cyril Toledo, Sylvie Durand, Gilles Gâteau, Jean-Paul Cadet, vous restez avec nous. Merci Clément. Et merci à vous pour cette table ronde.